Il y a tellement de choses autour du sommeil, même chez les enfants typiques, notamment je trouve que chez les tout petits, où on a l'impression d'être jugé soit en tant que parent ou même en tant qu'enfant, que l'enfant qui dort bien, c'est un enfant ou un bébé presque parfait, et du coup, voilà, le parent aussi en tire une certaine, voilà, pas gloire ou je ne sais pas, mais c'est quelque chose Fierté. qui parle, fierté, non, mais voilà, il a fait ses nuits en sortant de la maternité et vous êtes là, mais comment ça se fait, pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Donc je trouve que même pour un enfant typique, il y a quand même toujours quelque chose voilà, autour de la culpabilité sur le sommeil. Que moi, j'ai jamais eu un sentiment de culpabilité. En revanche, j'ai peut-être eu un sentiment qu'il fallait que je comprenne pour agir. Les problèmes de sommeil de Marie n'ont pas été la première cause d'inquiétude en fait du développement de Marie. Et en fait, je pense même que son diagnostic d'autisme était posé avant que les troubles du sommeil ne s'installent vraiment. Moi, en tout cas, en tant que médecin, ce que j'observe, c'est que si les parents ont déjà beaucoup d'expérience dans la parentalité, je dirais, et savent en fait que les difficultés de sommeil de leur enfant ne viennent pas du style éducatif ou parce que eux ils font un mauvais travail entre guillemets en tant que parents, je pense que là il y a moins de culpabilité. Mais si je vois les parents où c'est le premier ou le deuxième enfant rapproché, là, enfin, je trouve que c'est quasi systématique ce sentiment de culpabilité et pour lequel je vais aussi questionner en consultation parce que c'est souvent un très très grand soulagement pour les parents d'en parler. Alors, mon fils est grand, hein, donc il a 19 ans, il va avoir 20 ans, et pour faire très rapide, il a eu de gros troubles de sommeil jusqu'à après ses 13 ans, hein, voilà, quasi chaque nuit, avec tout le spectre des troubles de sommeil, troubles d'endormissement, réveil nocturne fréquent, lever très tôt, etc. Et ça s'est un peu tassé à l'adolescence avec des épisodes aigus mais espacés. La prise de conscience des troubles de sommeil majeurs de Julien, ça a été très long finalement, très long jusqu'à ce qu'un pédopsychiatre puisse nommer ces troubles sévères de sommeil, hein, et il avait seulement 6 ans. La culpabilité, on l'a, je l'ai pas eu en fait jusqu'à ses 6 ans. Euh, ensuite, euh, c'était plus une culpabilité par rapport aux conséquences des troubles de sommeil, hein, le fait d'être épuisé et la culpabilité de ne pas peut-être bien faire finalement. Euh, mais en fait, comme disait Sophie, on a très tôt cherché, hein, cherché à comprendre déjà, comprendre pourquoi, et ça, enfin, moi j'ai été bien accompagnée par des médecins notamment. Et une fois que c'est ça qui nous ôte la culpabilité finalement, de comprendre que c'est pas juste parce qu'on ne sait pas aménager ou qu'on peut rien y faire, hein, et qu'on peut peut-être atténuer, peut-être, mais pas résoudre finalement. Ce qu'on entend surtout, c'est le délai, finalement, le délai d'apparition des symptômes et le délai diagnostique, et voir comment les deux choses se recouvrent. Parce que, comme disait très bien Carmen, il y a le problème de la parentalité, comment vous éduquez l'enfant au sommeil, et puis à quel moment dans le développement ces troubles du sommeil deviennent un mode d'alerte, qu'il se passe autre chose, que l'enfant il a peut-être un trouble du neurodéveloppement, il a peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore diagnostiqué. Et une fois qu'on approche le diagnostic, une fois qu'il y a des mots dessus, que finalement vous allez pouvoir être accompagné par un médecin ou par une équipe médicale ou paramédicale, et bien les choses vont un peu mieux et rentrent un peu dans l'ordre. Oui, tout à fait. Et je pense de mettre le nom dessus, vous le dites bien, Florence, c'est ça qui vous a finalement aidé. Et ça, aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas à l'époque, il y a des explications physiopathologiques, donc on peut expliquer d'où ça vient, en tout cas en partie, et après proposer des solutions. Et puis les parents ont cette capacité à s'adapter aussi, hein. Je pense que c'est très très dans l'autisme, c'est vraiment en fait on adapte tout, hein, à la fois bon la partie rituelle, on ritualise énormément, surtout voilà quand le handicap est sévère. Et en fait, c'est pour ça que je parle de prise de conscience, parce qu'on s'adapte depuis tout petit à ce qui s'endorme très tard, à ce qu'on lève plusieurs fois la nuit, à ce que dès 6 heures du matin, on soit debout, et voilà.
Je crois que c'est justement dans le témoignage de Sophie, si j'ai bien compris, le diagnostic d'autisme a précédé celui de trouble du sommeil, en quelque sorte. Donc c'est peut-être aussi là que la notion de culpabilité, elle est différente. C'est-à-dire que, en fait, ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et demi. La partie sommeil, ça s'est installé un petit peu plus tard. Elle devait avoir au moins 3 ou 4 ans quand elle a commencé à ne pas bien s'endormir. Il y a effectivement ces différents modes d'entrée, hein, il y a des enfants où les troubles du sommeil sont ultra précoces et au début tout se focalise finalement sur le sommeil et on va suspecter progressivement qu'il y a aussi un trouble du neurodéveloppement caché un peu derrière ce symptôme important de troubles du sommeil, parfois d'autres troubles associés comme des troubles alimentaires, hein, qu'on a aussi déjà évoqué. Et il y a des débuts finalement de symptomatologie un peu plus décalés, a priori comme c'était le cas chez vous, Sophie. Donc il y a ces différents modes et je pense effectivement la culpabilité peut être différente en fonction du mode d'entrée. Comment c'était chez vous, Aurélie, par rapport au début des symptômes? Alors, début des symptômes. Alors, je pense que dans la séquence, quel diagnostic il a eu en premier, je pense que c'est plutôt les troubles du sommeil, même si c'était pas quelque chose qui était vraiment nommé. Et par rapport à ce que j'entendais des autres témoignages, je dirais que ça a mis du temps à être nommé. C'est-à-dire que c'est effectivement quand on a eu le diagnostic d'autisme, où là, effectivement, on nous a expliqué que les troubles du sommeil étaient potentiellement liés à un déficit en mélatonine qu'on observait chez les personnes avec TSA. Mais avant cette étape-là, on a eu du mal. C'est-à-dire que j'ai essayé de chercher des solutions. Je pense qu'il a été en consultation du sommeil, mais qui n'était pas spécialiste TSA. Et là, vous faites les agendas du sommeil, on parle, enfin voilà, on essaie de vous expliquer un peu tout ce qu'on peut essayer de ritualiser, etc. Mais ça marche pas bien en fait. Et puis voilà, vous sentez aussi que vos interlocuteurs sont un peu moins à l'aise parce que c'est des TSA qu'ils en connaissent moins bien. Et là, je trouve que, alors qu'on est en train de chercher des solutions, et en dépit de la bonne volonté de tout le monde, hein, on se sent en fait très démuni parce qu'en fait, vous sentez bien que même voilà l'équipe médicale qui essaye de vous aider et d'apporter des solutions vous dit ben on sait effectivement pas trop, voilà, essayez ça, mais pas que. Et ça marche pas. Et donc, du coup, je trouve que ça renforce encore un peu, voilà, ce sentiment un peu d'impuissance, voilà, de solitude et d'incompréhension, qui était assez difficile et qui effectivement était un petit peu moins fort à partir du moment où, voilà, vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe. Oui, ce qui me semble important là dans ce que vous dites, Aurélie, c'est aussi cette notion d'impuissance. Et vous aviez l'impression là que ben, ni vous, ni l'équipe médicale, paramédicale pouvaient proposer, adapter. On imagine bien que ça a un véritable impact aussi sur l'anxiété, la tristesse, enfin, et c'est ce qu'on avait pu voir aussi en termes du retentissement sur la qualité de vie de la famille, des troubles du sommeil. Le problème, c'est que si vous allez voir des spécialistes qui sont des spécialistes, mais pas des TSA, et vous sentez que les autres spécialistes sont un petit peu perdus quand même sur ce patient qui est un petit peu différent, que vous allez avoir du mal à examiner, qui ne va pas forcément exprimer son ressenti, ses douleurs, etc. Et donc du coup, vous essayez plein de petites choses et en fait, il y a pas de réponse quoi. Et on sent tout le monde un petit peu perdu. Et alors même que je trouve qu'en tant qu'entourage, que parents, faut aussi cette énergie d'aller chercher des solutions, des endroits, des spécialistes à qui parler, d'avoir ces rendez-vous-là, qui sont encore, enfin, cette énergie qui est encore plus difficile à avoir quand vous ne dormez pas, en fait. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là que les TSA questionnent presque un peu le fait comment on doit être médecin aujourd'hui. Je me permets une petite discours philosophique, mais c'est vrai que dans les TSA, idéalement, ce qui se passe, c'est que vous avez un expert, par exemple, de troubles digestifs, mais qui rentre les parents. Et en fait, les parents sont vraiment experts de leur enfant. Parce que même si on est expert TSA, ça ne va jamais s'appliquer à tous les enfants avec TSA. Chaque enfant est très différent, a une symptomatologie très différente, un fonctionnement très différent. Et c'est vraiment pour que le médecin
je dirais, est suffisamment humble pour se mettre avec son expertise à la disposition des parents pour chercher ensemble finalement quelle stratégie adapter, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qu'on peut tenter. Et ça, c'est forcément un peu hors les règles, les prescriptions habituelles. Donc typiquement, mais autour du co-sleeping, c'est-à-dire le fait de partager le lit avec son enfant. Évidemment, dans la médecine du sommeil, globalement, ça va plutôt être déconseillé parce que ça ne va pas être une solution durable pour un bon sommeil indépendant de l'enfant. Mais il y a parfois quand même des situations où les troubles du sommeil sont sévérissimes. Les parents sont totalement épuisés. L'enfant a des gros troubles sensoriels, par exemple, des hyposensibilités proprioceptives, par exemple, où il a besoin d'appui fort, où on n'arrivera pas tout de suite, en fait, à trouver une solution du jour au lendemain, ou parfois, c'est effectivement un projet qui peut se mettre en place sur de nombreux mois, où finalement, on va dire d'abord, OK, on va déjà faire une pause, il y a peut-être une période de co-sleeping acceptable, on va réfléchir comment progressivement on peut remplacer ça, et on va mettre ça en place, mais déjà après une phase de récupération, où finalement, peut-être pendant un mois, le parent dort avec l'enfant, tout le monde récupère un peu, ce n'est pas idéal, on sait que ça va pas rester comme ça, mais après, on va progresser vers autre chose. Et je pense autour des situations comme ça peut parfois se cristalliser la culpabilité avec un médecin qui reste dans la position généralement acceptée, hein. Non, pas de co-sleeping, ce n'est pas bien. Et les parents qui disent, oui, mais comment on va faire en fait si personne ne va dormir? C'est ça qui est souvent difficile. À mon avis, c'est un peu ce qui heurte les parents, c'est que leur expertise est parfois mise de côté. Le médecin vient avec son savoir universel, mais qui ne s'applique pas du coup à leur enfant et ce qui n'est pas faisable. Et je pense que c'est de ça qu'il faut un peu qu'on sorte dans nos approches thérapeutiques. Moi, j'ai un petit peu avec les familles, j'essaie de dire, il y a des objectifs à court terme, moyen terme. C'est pas, on va essayer d'évoluer ensemble parce que moi, j'aime bien quand même la notion de parents experts. C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Et c'est dans ce sens-là où vraiment il faut qu'on construise ensemble euh, les stratégies thérapeutiques. Parce que c'est vrai que quand même dans le sommeil chez l'enfant, un développement typique, je pense que je suis un peu sévère et un peu stricte. Mais chez les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, il faut qu'on fasse différemment avec cette histoire-là, cette connaissance-là, mais on est obligé de s'adapter. Et c'est aussi pour ça que je crois que c'est important, ces vignettes cliniques que vous nous apportez, parce que on voit bien que vous nous apportez plein de solutions. On s'appuie sur une connaissance, mais c'est l'expérience de chaque famille, en fait, qui, nous aussi, nous rend plus experts. C'est parce qu'on a rencontré beaucoup de familles et on peut proposer aussi plus de stratégies à la prochaine famille. Et peut-être une autre métaphore à choisir, ça reprend à ce que tu dis, Stéphanie, voilà, des objectifs à court, moyen, long terme. Parfois, c'est la métaphore de l'escalier. On est en bas de l'escalier et en haut de l'escalier, c'est là où on veut arriver. Et il y a plein de marches intermédiaires pour y arriver et finalement de chercher avec la famille quelles pourraient être ces marches déjà. Et aussi, quand est-ce que vous êtes prête à entamer la prochaine? Donc parfois, on se dit, bon là, on est arrivé là, c'est déjà très bien. Maintenant, la prochaine étape, ça serait alors ça. Est-ce que c'est un bon moment? Non, on va attendre les prochaines vacances, par exemple, parce que c'est là que vous n'aurez pas le travail à affronter la journée, et c'est à ce moment-là on fait la prochaine étape. Et donc plutôt rester sur vraiment des acquis progressifs. Voilà, tout ça, ce sont un peu des outils. Comment arriver au but, c'est à chercher avec les parents et à définir ensemble et adapter vraiment à chaque fois. Je pense que de ne plus être seul, d'être entouré, c'est quand même ça l'essentiel. De pouvoir en parler, de pouvoir avoir un suivi, de savoir que peut-être le mois prochain ou dans 2 mois, on va pouvoir discuter enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est ça aussi que vous nous apportez, hein, et que nous apportent les médecins, les spécialistes, les professionnels qui nous entourent. C'est on est plus seul avec voilà quelque chose qui est juste invivable, hein, qui peut être enfin voilà, c'est pas dormir. Je pense que vous en avez parlé dans les précédents moque, hein, c'est juste torture permanente, quoi, hein.
c'est quand il a 5 ou 6 ans, on s'en rend pas compte encore, mais oui, ça dure des années. Donc, mais on est ensemble. Aussi, ce qui est important dans l'accompagnement, c'est de nous aider à prendre un petit peu de hauteur ou de recul, nous apprendre à observer. Parce que quand on est le nez dans le guidon, en fait, on n'y voit plus clair et on a l'impression, notamment dans cette histoire d'escalier, et que on va pas mesurer forcément qu'il y a du progrès. Ou pas, d'ailleurs dans l'autre sens, mais et que c'est vrai de par exemple tout simplement de noter, on met pas en place des actions extraordinaires, mais on va juste noter le temps qu'on a passé par exemple pour l'endormissement, à quelle heure on Voilà. s'est endormi, le nombre de fois, et ce qui permet sur le moyen terme déjà de se dire ben regardez depuis il y a 3 mois en fait certes c'est pas parfait mais finalement le temps d'endormissement il est passé de 3 heures à 2 heures. Alors c'est peut-être pas beaucoup mais en fait ça montre une démarche de progrès. En fait il faut aussi accompagner que les parents ils puissent voir les progrès qu'ils font quoi. Quand on parlait voilà des conseils à donner, et je dirais aussi c'est peut-être des conseils aussi aux parents de comment prendre soin d'eux aussi, parce que moi je suis persuadée que quand on n'est pas bien et quand on ne prend pas soin de soi, on va avoir du mal à prendre soin des autres. Moi j'aurais adoré aussi avoir quelques petits trucs aussi, comment est-ce qu'on fait pour récupérer pendant la journée, pour se rendormir assez vite. Enfin voilà, il y a une espèce de tension dès que le soir arrive en se disant bah la nuit va être horrible. Et voilà, je pense qu'il y a aussi effectivement le trouble du sommeil de l'enfant à prendre en charge, mais c'est aussi voilà son entourage et comment il peut le mieux le gérer possible. Et ça fait aussi partie un peu de cette déculpabilisation aussi, de dire bah, vous avez le droit de prendre soin de vous pour le mieux prendre soin de l'autre. Quoi. Il y a une chose qui n'a pas été abordée là par les parents, c'est la culpabilité éventuelle à donner un médicament. Et à donner un médicament sur le court terme ou sur le long terme, parce que l'escalier, il est parfois très très haut et très très long. Et moi, je voulais savoir comment, en tant que parent, vous viviez ce paradoxe que peut-être l'enfant va mieux dormir, mais parce qu'il prend un médicament. C'est une très bonne question, effectivement. Je connais des parents qui n'ont jamais, malgré des troubles de sommeil très importants, donné quelque chose à leur enfant, ont refusé totalement, hein. Et maintenant, la jeune fille à laquelle je pense a 20 ans, donc voilà. Oui, oui, c'est une culpabilité. Voilà, on a des tas de questions sur l'impact à moyen terme, à long terme. Donc là aussi, hein, le rôle pédagogique du médecin, du prescripteur, il est essentiel. Et on va revenir, hein, c'est pas en une fois. Peut-être qu'il va falloir re-questionner. Voilà. Ensuite, là, il peut y avoir une culpabilité, c'est quand l'arrêter, en fait, aussi. C'est-à-dire que, voilà, quand il y a quand il commence à mieux dormir, hein, ce qui est le cas de mon fils, il y a quand même aussi une petite appréhension de dire est-ce qu'on l'arrête pas, et voilà, de se dire bon bah finalement est-ce qu'on continue pas à le donner parce que nous on est aussi dans un certain confort et ça nous va bien. Et je pense que là aussi, alors on pourrait dire tellement de choses là-dessus, mais c'est très important en fait, évidemment, d'avoir un médecin qui a l'habitude de prescrire, qui peut vous alerter sur ce qu'on peut attendre, parce que si les attentes sont, il y a déjà amené vers comment est l'indication, pourquoi ce médicament pour ce trouble-là, quels sont les effets secondaires, etc. Mais aussi dire, et en plus, il va falloir, chaque enfant réagit quand même individuellement à chaque molécule. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'une manière réaliste? Parce que sinon, parfois, les parents prennent beaucoup de temps pour se décider pour un traitement, mais après, il faut que le traitement résolve tout, en fait. Et ça, c'est évidemment pas du tout réaliste. Alors, à quels symptômes est-ce qu'on va faire attention et qu'on va réévaluer ensemble? Voilà. Et si on prévoit ça dès le départ, la déception va être moins grande et il y a plus vraiment une alliance. Et comme vous avez dit, je crois, Florence, tout à l'heure, de se sentir en équipe un peu, c'est-à-dire, on est accompagné, c'est une même équipe autour de l'enfant, on va chercher ensemble. Donc là aussi, je pense qu'il faut que le médecin rencontre l'expert qui est les parents, et autour de ça, il faut chercher ensemble le bon molécule, la bonne posologie, la bonne durée de traitement. Je dirais que j'ai pas de conseil à donner, hein, parce que je crois que c'est la première chose que je dirais, parce que bon, on est tous différents, on ne juge pas.
de chercher quelqu'un qui pourra vous écouter et de pas rester tout seul avec sa fatigue, sa souffrance terrible, ses questions, sa culpabilité justement. Et la deuxième chose, de lui dire qu'il a besoin de temps pour lui, hein, ou elle, voilà, que c'est normal qu'il soit fatigué ou qu'elle soit fatiguée. C'est bien normal, c'est invivable, quoi. Sans donner de conseils, je dirais que quand même aujourd'hui, on peut essayer de trouver des solutions et des réponses. Et peut-être que de l'aider à trouver quand même les bons interlocuteurs. Il y a beaucoup de charlatanisme aussi autour de ces questions-là. Donc peut-être, voilà, sans juger, mais essayer d'accompagner pour, étant donné qu'on a des parents qui avons vécu la chose et qui aujourd'hui, finalement, on a toutes les trois trouvé quelques solutions. Hein, et je dis pas que c'est pas nos solutions qu'il faut donner, mais les accompagner à trouver leurs solutions. Et je pense que les associations de famille ont un rôle important aussi à ce niveau-là, de parler entre pairs, entre parents qui ont vécu la même chose. Oui, moi je dirais d'abord que je les comprends parce que que c'est difficile et que je comprends voilà les difficultés et je les partage encore de temps en temps, mais voilà, surtout effectivement de ne pas hésiter à en parler. Puis on se rend compte que de toute façon, même par rapport à ces discussions, on est dans un autre monde. Et donc, mais du coup, on est quand même quelques-uns à être dans cet autre monde-là, et qu'il faut voilà pas hésiter à en parler, à aller voir effectivement peut-être. Voilà, maintenant on sait qu'il y a des gens comme vous hein, qui connaissent effectivement cette situation-là et qui peuvent aider, que des solutions existent. Et effectivement aussi de prendre soin de soi parce que c'est extrêmement difficile. C'est pas facile de sortir de tout ça, mais déjà si on dort mieux, on est un peu plus armé pour réussir, voilà, à sortir un petit peu de ce schéma-là et à rentrer, je dirais aussi dans l'action, dans la prise en charge, voilà, dans des choses un peu des progrès. Chaque petit progrès est dans quelque chose d'un peu plus positif et qui rend voilà la vie plus facile, en tout cas au jour le jour. Je crois qu'à vous entendre, on peut être que d'accord, c'est ne pas rester seul. On n'a peut-être pas évoqué la notion du couple parental. Je pense que le parent isolé, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Les dissensions dans le couple, dans la famille, c'est aussi compliqué autour d'un enfant qui est porteur de troubles du sommeil. Je reprendrai ce qu'a dit Aurélie sur le fait de récupérer le sommeil du parent. Il faut le faire. On sait que les parents exposés à des troubles du sommeil sur des longs termes, ils deviennent eux-mêmes des insomniaques. Donc, il faut les aider à le gérer. Je crois que c'est autour de la notion de se rendre disponible qu'il y a de la culpabilité. Est-ce que je suis un parent qui devrait plus intervenir la nuit, moins le jour? Il faut trouver l'équilibre. Alors, il faut se faire accompagner. Il faut éviter que le couple se délite aussi. Je pense que c'est important que le couple soit pris en charge dans la gestion de ses problèmes. Et puis, dans les associations, il y a quand même très souvent de très bonnes choses, de l'accompagnement. Et je pense que on peut rester seul, mais on ne doit pas rester seul. Il y a beaucoup de moyens de ne pas rester seul. Donc, On va faire équipe, les parents, donc le couple, la famille, l'enfant et le médecin, l'équipe paramédicale. On va construire ensemble les stratégies thérapeutiques et que c'est tous ensemble qu'on va diminuer les troubles du sommeil. Voilà.